La communauté francophone en Amérique du Nord aura bientôt 500 ans. Depuis l'arrivée de l'explorateur Jacques Cartier en 1534, la communauté francophone d'Amérique du Nord a vécu énormément de difficultés à s'installer et à survivre. Lorsque Samuel de Champlain a finalement fondé Québec en 1608, la Nouvelle-France a finalement vu le jour et s'est développée rapidement, notamment avec la fondation des villes de Trois-Rivières en 1634 et de Montréal en 1642. Cependant, la colonie ne s'est pas développée à la même vitesse que son voisin britannique, les 13 colonies. En effet, malgré un immense territoire traversant les provinces maritimes que l'on connaît aujourd'hui, en passant par le Québec, l'Ontario, le Manitoba et allant même jusqu'au sud des États-Unis en Louisiane, la Nouvelle-France était très peu peuplée comparativement à leurs voisins à l'est. On parle d'une population environ 22 fois plus élevée pour les 13 colonies par rapport à la Nouvelle-France, soit d'environ 1 500 000 habitants pour les 13 colonies, contre seulement 70 000 pour la Nouvelle-France vers la fin des années 1750. C'est alors que la guerre de 7 ans éclate en Europe en 1756, plus communément appelée sous le nom de la guerre de la conquête au Québec. Un des événements décisifs de cette guerre fut la bataille des plaines d'Abraham à Québec. Arrivés devant Québec en juin, les troupes du général britannique Wolfe tentent tout l'été, sans succès, de prendre pied sur la rive nord, bien défendue par les soldats du général français Montcalm. À défaut de pouvoir prendre la ville, le général britannique entend la détruire grâce à l'artillerie qu'il déploie sur la rive sud. Devant l'urgence d'agir à l'approche du temps froid, les Britanniques tentent une attaque en amont de Québec, à Lens-au-Foulon, le 12 septembre 1759. Déjoués, les Français apprennent avec stupeur le lendemain que plus de 4000 soldats britanniques ont réussi à atteindre le promontoire de Québec, alors nommé Hauteur d'Abraham, en référence aux terres ayant appartenu à Abraham Martin au XVIIe siècle. En moins de 30 minutes, les troupes françaises sont défaites et se replient vers Beauport. Les deux généraux, Wolfe et Montcalm, ont tous les deux été blessés mortellement pendant la bataille. Quelques jours plus tard, Québec capitule. La nuit suivante, Montréal est prise pour cible par les Britanniques. Le commandant français, François-Gaston de Lévis, souhaite continuer la lutte. Cependant, le gouverneur de la Nouvelle-France, Pierre Rigaud de Vaudreuil, décide de rendre la ville. Il souhaite éviter le plus de pertes humaines inutiles. Lors de la capitulation de Montréal aux forces britanniques le 8 septembre 1760, la Grande-Bretagne réalise effectivement sa conquête de la Nouvelle-France. C'est ainsi que le court régime militaire britannique débute sur la Nouvelle-France, allant de 1760 à 1763, jusqu'à la fin de la guerre de 7 ans. Pendant ce régime, les autorités britanniques montrèrent une certaine tolérance envers la population. Celle-ci a en effet pu garder son droit de pratiquer sa religion catholique et de recourir au droit civil français. Le régime se termine cependant lorsque le traité de Paris a été signé en 1763, événement où le territoire de la Nouvelle-France a été complètement cédé par la France aux Britanniques, marquant le début d'une histoire remplie de revendications et d'injustices pour le peuple francophone en Amérique du Nord. Ce qui a suivi le traité de Paris n'était pas très positif pour le peuple francophone. La proclamation royale, promulguée en 1763 par le roi George III, jette les bases d'une administration gouvernementale dans les territoires nord-américains cédés par la France à la Grande-Bretagne par le traité de Paris à l'issue de la guerre de 7 ans. Cette proclamation établit des politiques visant à assimiler la population française au règne britannique. On peut notamment penser au serment du test. Mais qu'est-ce que c'est ce serment du test-là? C'est tout simplement un ensemble de serments imposés aux catholiques, et par conséquent les francophones, qui consiste à jurer fidélité à la couronne britannique en rejetant la fidélité au pape afin d'accéder à des postes importants dans la province. En gros, l'objectif de cette politique était double. Faire en sorte que les francophones rejettent leur religion, donc qu'ils s'assimilent au règne britannique, et aussi faire en sorte qu'il ait un accès très limité dans les hauts postes de militaires et de fonctionnaires dans la colonie. De plus, avec la proclamation royale, c'est le droit civil anglais qui remplace le droit civil français dans la colonie. On peut aussi noter la redéfinition du territoire de la Nouvelle-France, qui n'est réduit qu'à une surface relativement petite longeant le fleuve Saint-Laurent. Ce territoire est alors nommé Province de Québec. Ces mesures n'ont pas fait l'unanimité dans la colonie. La population de la province de Québec était contre ces mesures ayant pour but de l'assimiler. C'est alors qu'en 1774, dans un contexte assez chaud pour la couronne britannique, à l'aube de la Révolution américaine, l'acte de Québec est signé. La population de la province de Québec, les Canadiens, peuvent désormais être nommés à titre de conseillers législatifs, car l'acte de Québec remplace le serment du test par un serment d'allégeance au roi britannique qui permet aux catholiques d'occuper des fonctions publiques. Même si les lois anglaises restent en vigueur pour juger les causes criminelles, l'acte de Québec confirme le rétablissement des lois françaises sur le plan civil, ce qui assure la continuité du régime seigneurial. L'acte de Québec constitue la première reconnaissance et réponse positive envers les revendications des francophones du Québec,
Même si les raisons de ce traité sont un peu biaisées par le fait qu'on voulait garder la population francophone de notre bord chez les Britanniques pour ne pas empirer la situation déjà tendue. Un autre événement marquant se produit pour la province de Québec en 1791. L'acte constitutionnel, considéré comme la troisième constitution canadienne, sépare la province de Québec en deux territoires distincts. Le Haut-Canada, ayant une population majoritairement anglophone, et le Bas-Canada, ayant une population majoritairement francophone. Il y a derrière l'acte constitutionnel une intention de division linguistique. Bien que ce choix de diviser le territoire en communautés linguistiques fonctionne pour la population du Haut-Canada, qui est presque exclusivement anglophone, l'application de cette division comporte plusieurs défis pour le Bas-Canada. En effet, à l'intérieur des frontières du Bas-Canada, les deux groupes linguistiques cohabitent et sont représentés par la même chambre d'assemblée. La situation au Bas-Canada diffère de celle du Haut-Canada principalement en raison de cette dualité linguistique. Cette situation, à l'intérieur de laquelle deux groupes formant une même société parlent une langue différente, teinte de façon particulière toutes les sphères de la vie collective. Cela explique aussi pourquoi, au Bas-Canada, une même institution n'arrive jamais seule, c'est-à-dire qu'il y en a une pour chaque population. Certains journaux sont francophones, d'autres sont anglophones, des églises sont catholiques francophones et d'autres protestantes anglophones. Il en va de même pour les écoles, les députés élus à la Chambre d'Assemblée et encore bien d'autres éléments de la vie au Bas-Canada. Ces institutions et individus jouent des rôles identiques, mais suivent les intérêts bien différents du groupe qu'ils représentent. La situation accentue progressivement les tensions entre les francophones et les anglophones et provoque le développement d'une fierté, d'une appartenance à un groupe, à une nation particulière. C'est ainsi que se développe le nationalisme chez le peuple francophone du Bas-Canada. En parlant de nationalisme chez les francophones du Bas-Canada, la formation du Parti patriote en est un très bel exemple. C'est l'héritier idéologique du Parti canadien, créé en 1806 et conduit par Louis-Joseph Papineau à partir de 1815. Le groupe se désigne sous le nom de Parti patriote à compter de 1826 pour afficher son ouverture aux partisans de langue anglaise. Le parti réclame une réforme des institutions politiques du Bas-Canada, qui sont contrôlées par l'élite coloniale et les marchands britanniques. Il désire concrètement un conseil législatif électif, un conseil exécutif responsable devant les élus, ainsi que le contrôle des subsides et de la liste civile par la Chambre d'Assemblée. Les membres du parti s'opposent à l'immigration massive de Britanniques dans la colonie, ainsi qu'au projet d'union entre le Haut et le Bas-Canada, qui traîne dans le paysage politique depuis 1810. Le parti est également l'auteur de 92 résolutions, un manifeste présenté en 1834 au Parlement britannique dans le but de faire valoir des réformes du système politique colonial souhaitées par le parti. La réponse à ces demandes est catégorique. Aucune d'elles n'est acceptée avec les 10 résolutions de Russell exposées en 1837. Pour mettre encore plus d'huile sur le feu, l'une des 10 résolutions permet également au gouverneur de la colonie, Lord Gosford, de piger des fonds dans le trésor provincial afin de payer ses fonctionnaires, qui étaient bien entendu majoritairement britanniques. Notons que le mauvais usage des fonds publics était fortement critiqué à l'époque par le Parti patriote. Les 10 résolutions de Russell ont causé l'organisation de manifestations et de boycottage de produits britanniques. Ces mesures, n'ayant pas l'impact souhaité, ont rapidement été mises de côté afin de procéder à des méthodes plus radicales et violentes. Des jeunes patriotes radicaux fondèrent en 1837 l'Association des Fils de la Liberté, une organisation paramilitaire. Après une échauffourée en novembre 1837 entre les Fils de la Liberté et le Doric Club, une association loyaliste formée de jeunes Britanniques, des mandats d'arrestation sont lancés contre 26 chefs patriotes. La rébellion des patriotes est alors lancée. Plusieurs affrontements suivent. Les batailles de Saint-Denis sur Richelieu, de Saint-Charles sur Richelieu et de Saint-Eustache comptent parmi les affrontements les plus importants. Seule la bataille de Saint-Denis s'est avérée victorieuse pour les patriotes. Une deuxième vague d'affrontements a suivi l'année suivante, alors que les patriotes exilés aux États-Unis proclament la République du Bas-Canada à Caldwell's Manor et recrutent des combattants qui se nomment les Frères Chasseurs. L'offensive menée par Robert Nelson en novembre 1838 est rapidement démantelée, surtout en raison du manque d'armement des patriotes. Les conséquences de la rébellion sont très grandes. Plusieurs villages comme Saint-Denis ou Saint-Benoît sont incendiés par les Britanniques, 64 patriotes sont exilés en Australie et aux Bermudes, et 12 sont pendus au pied du courant à Montréal. Outre les conséquences physiques et immédiates de la rébellion des patriotes, une conséquence encore plus lourde sur le long terme résulte des affrontements au Bas-Canada. En effet, à la suite des rébellions, John George Lambton, mieux connu sous le nom de Lord Durham, s'est rendu au Bas-Canada dans le but d'enquêter sur les causes des soulèvements patriotes et de proposer des solutions à l'instabilité politique des deux Canadas. Il en conclut que les causes découlent principalement d'une lutte raciale entre les peuples francophones et anglophones. Notons également qu'il mentionne que les Canadiens français constituent un peuple sans histoire ni littérature. Pour Lord Durham, la solution à ces problèmes est l'union des deux Canadas,
qui permettra l'assimilation et la marginalisation des Canadiens français au sein d'un système politique où ces derniers seront marginalisés et noyés par la majorité anglophone. L'acte d'union des deux Canada est donc officialisé en 1840, donnant le nom de province du Canada à ce qui était autrefois le Haut-Canada et le Bas-Canada. Toutefois, au niveau politique, les deux anciens territoires ont leur propre chambre d'assemblée ayant le même nombre de députés, soit 42 de chaque côté pour un total de 84, et ce, malgré une population plus élevée du Bas-Canada. La représentation politique n'est alors pas proportionnelle, ce qui désavantage les Canadiens français. Notons aussi que la seule langue officielle de la province du Canada est l'anglais avec l'acte d'union et que l'unification des dépenses publiques désavantage le Bas-Canada, étant donné que la dette du Haut-Canada était supérieure à l'époque. Globalement, les Canadiens français ont perdu beaucoup de pouvoir politique et d'influence en général dans la société avec l'acte d'union, au grand déplaisir de la population francophone et de l'Église catholique, qui tenteront tant bien que mal de se faire une place dans l'hégémonie anglophone. L'acte de l'Amérique du Nord britannique a ensuite suivi en 1867, donnant naissance à la Confédération canadienne, ralliant au départ les provinces du Québec, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Si les francophones du Canada étaient déjà sous-représentés et marginalisés sur le plan politique, ils le seront encore plus avec la création de la Confédération canadienne.